Bonjour, je suis Thierry Dubois, journaliste spécialisé en aéronautique et industrie spatiale, notamment pour le magazine Aviation Week. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde sur le thème « Comment l'industrie aérospatiale et de défense se saisit des opportunités technologiques ». Nous allons donc parler innovation, interopérabilité, cybersécurité, soutien aux startups, les jeunes pousses en bon français, et relations entre concepteurs et utilisateurs. J'accueille Guillaume Poupard. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Général Grégoire de Saint-Quentin, vous avez fondé une société de conseil nommée Petra Advisors, spécialisée dans les questions de défense et de sécurité, et votre expérience vous permet de vous décrire comme un opérationnel pur et dur. Stéphane Mayer, vous êtes co-directeur de KNDS, qui est la co-entreprise franco-allemande spécialisée dans les systèmes de défense terrestre, comme les blindés, l'artillerie et les munitions. Vous êtes en particulier président-directeur général de la partie française, Nexter. Vous êtes aussi président du CIDEF, le Conseil de défense, le Conseil des industries de défense françaises, et vous êtes président du GICAT, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Et de l'autre côté de l'Atlantique, j'accueille le général André Lanata. Vous êtes commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. Merci à tous pour votre présence physique ou à distance. Pour commencer, en quelques mots, comment définiriez-vous le rôle de votre organisation, entreprise, agence ou commandement, dans le cadre de notre table ronde? Stéphane, voulez-vous commencer en 1 minute, disons? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc vous l'avez dit, KNDS et Nexter ont pour activité de concevoir, de produire et de soutenir des systèmes de défense terrestre, mais aussi des équipements pour les 3 milieux, aéronautique, naval et terrestre, notamment armes et munitions. Donc la stratégie est simple. Pour proposer les produits au meilleur niveau, il faut avoir le meilleur niveau technologique. Et la technologie, c'est à la fois un facteur de supériorité sur les champs de bataille de nos clients opérateurs, mais c'est aussi pour nous un facteur de supériorité sur le champ de bataille de la concurrence avec les autres entreprises. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut saisir les opportunités technologiques et ne pas les saisir, c'est déjà renoncer et battre en retraite, ce qui n'est jamais bon dans le domaine de la stratégie. Merci pour votre concision. Mon général, Grégoire de Saint-Quentin, voulez-vous enchaîner? Écoutez, moi c'est très simple. Je suis, comme vous l'avez dit, un vieil opérationnel, mais un jeune retraité. Voilà, donc j'ai créé ma société de conseil dans un but assez simple, c'est que je pense qu'on est à un moment assez particulier de la transformation numérique où les choses s'accélèrent. Et je pense que ce mouvement qui vient de loin, je rappelle que nous, quand j'étais jeune, que j'étais à l'école de guerre, on parlait de la révolution dans les affaires militaires. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a pris conscience de la transformation, que la transformation technologique allait impacter les affaires militaires et les capacités opérationnelles et même la façon de se battre. Mais je pense qu'aujourd'hui, donc, on n'est pas dans une rupture particulière, mais simplement les choses s'accélèrent et que sous au moins 2 aspects. D'abord parce que la technologie se diffuse et donc on a face à nous des adversaires qui disposent d'une certaine technologie, donc il faut au moins avoir la même. Et puis il y a de nouveaux outils beaucoup plus puissants. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle, mais aussi à la blockchain, qui sont des outils d'accélération. Et mon ambition est de mettre mon expérience opérationnelle au profit des gens qui veulent développer ces nouveaux outils pour nous permettre de garder cette supériorité dans l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. On a tous des masques un peu récalcitrants, pensez à bien le remettre. Guillaume, comment définiriez-vous le rôle de l'ANSSI dans le cadre de notre table ronde? Donc l'ANSSI, son rôle, c'est vraiment, on va resserrer le champ, on est sur les questions de sécurité numérique, de confiance numérique. Et donc notre rôle, il est double quelque part. D'un côté, faire en sorte que l'intégration de ces nouvelles technologies qui sont très souvent liées au numérique, mais pas seulement, se fasse dans les meilleures conditions en termes de sécurité, de maîtrise, voire parfois de souveraineté, ces questions étant connexes mais pas totalement confondues. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est également d'avoir un rôle de conseil. On dit parfois d'éclaireur, c'est un petit peu pompeux, mais c'est quand même ça l'idée. L'idée, c'est de voir à quelques années quelles vont être les thématiques qui vont être dominantes, histoire de ne pas être surpris. La surprise, je pense que personne n'aime ça, que ce soit dans le domaine économique, industriel ou dans le domaine militaire, évidemment. Ne pas être surpris, ça veut dire voir venir les grandes tendances en termes d'évolution des technologies. Voilà.
quels vont être les systèmes numériques de demain. Et si on regarde un petit peu dans le passé, ça aurait voulu dire voir venir le cloud, voir venir l'Internet des objets, voir venir l'intelligence artificielle, voir venir peut-être la blockchain, de manière à s'y préparer et à en tirer le meilleur. Donc c'est un petit peu ces deux pendants, faire en sorte que ce soit fait de manière sécurisée et anticiper un peu pour pouvoir conseiller au mieux le gouvernement d'un côté, mais surtout nos partenaires publics et privés. Je me tourne vers le représentant de l'OTAN, mon général. Comment définiriez-vous le rôle de votre commandement dans le cadre de notre table ronde ? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pensé à associer l'Alliance Atlantique autour de cet échange. Ça me permet de rappeler que l'Alliance Atlantique, c'est notre alliance, celle de la France autant que celle d'autres nations, qu'elle constitue le premier pilier de notre sécurité, malgré la relation complexe que notre pays a parfois entretenue avec cette alliance. Au sein de cette alliance atlantique, le pilier militaire constitue, et malgré les enjeux politiques bien réels aujourd'hui, constitue un pôle stable, robuste, qui a démontré son efficacité à multiples occasions sur le théâtre d'opération ou par l'effet de dissuasion qu'il procure et qui, à mon sens, participe à notre stabilité. Et pour ces raisons-là, cette alliance atlantique emporte des enjeux considérables pour nos intérêts. Mon commandement, ACT, joue un rôle fondamental au sein de l'organisation militaire intégrée, celui du développement des capacités opérationnelles de l'Alliance. Il s'agit très concrètement de produire les actions et la réflexion qui permettent d'adapter en permanence ces capacités opérationnelles, celles de 30 nations, aux enjeux en permanente évolution d'aujourd'hui, que ce soit des enjeux technologiques, des enjeux sécuritaires ou des enjeux d'environnement au sens large. De ce point de vue, ce développement des capacités opérationnelles ne se limite pas au domaine technologique et dans toute démarche, comme dans toute démarche capacitaire, il consiste à intégrer l'ensemble des dimensions de cette approche capacitaire pour produire des effets synchronisés, entre guillemets, en particulier ceux de 30 nations, et ça constitue probablement l'enjeu majeur. Concrètement, il s'agit par exemple de faire évoluer nos concepts et des doctrines, de produire une réflexion prospective qui est claire sur les enjeux futurs, d'appréhender le rôle des nouvelles technologies. Mon commandement a par exemple contribué à l'approbation au sommet de Londres de la feuille de route sur les technologies émergentes et disruptives, participer à la réflexion sur le spatial. Nous travaillons sur l'implémentation, pardonnez-moi de l'anglicisme, du domaine spatial comme domaine opérationnel au sein de l'OTAN. Là aussi, c'est l'action de mon commandement qui a permis l'approbation à Londres de tout ceci. Nous prenons un certain nombre d'initiatives très concrètes pour faire progresser la réflexion au sein de l'Alliance sur ces technologies émergentes et de rupture. Par exemple, on aura l'occasion d'en reparler, l'Innovation Hub et l'Innovation Lab que nous avons déployé au sein de mon commandement contribuent à faire progresser la réflexion et à réaliser très concrètement des projets qui permettent aux alliés d'avancer, si vous voulez, simultanément dans la compréhension des enjeux et dans le déploiement capacitaire de ces outils. Je crois que notre position originale aux États-Unis, au sein de l'Alliance Atlantique, apporte une réelle plus-value dont la France doit se saisir. Merci beaucoup. Je me tourne vers le général Grégoire de Saint-Quentin. Vous avez été témoin d'échanges au pluriel entre entreprises et utilisateurs finaux en matière de nouvelles technologies, d'apport de nouveaux produits. Quand ça marche, c'est qu'il y a eu dialogue ? Forcément, je pense que le dialogue, c'est la base de tout, évidemment. On va dire que plus ce dialogue a été poussé, effectivement, plus il existe et plus il est performant et plus le résultat, à mon avis, est satisfaisant.
Bon, c'est pas une découverte. Je pense que ce dialogue, au fil des années, il a été parfaitement organisé. Il est au cœur de la démarche capacitaire dans les armées françaises, pour ce que j'en connais. Et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si les principes existent. Ils existent et ils sont bons, mais plutôt de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut l'améliorer en réalité. Voilà. Très clairement, on voit bien que sur un certain nombre de technologies, les choses vont beaucoup plus vite et que en matière d'organisation, ce qu'il faut essayer de faire et de produire, c'est de rapprocher encore plus l'entreprise, celui qui définit les besoins, enfin celui qui définit les besoins, c'est-à-dire l'utilisateur, et celui qui est chargé quand même de les concevoir et qui connaît l'état de l'art scientifique et technologique. Donc le dialogue, il doit se faire par une compréhension mutuelle, la compréhension des besoins certainement, mais aussi compréhension de ce qui est possible ou pas possible. Ce qui est intéressant dans le temps que nous vivons, c'est qu'il y a des technologies, je faisais allusion à l'intelligence artificielle tout à l'heure, qui évoluent très très vite, et qu'on peut faire évoluer quasiment, je ne dirais pas en temps réel, mais au gré ou à la demande des utilisateurs. Je pense que les gens qui traitent de ces sujets, qui veulent donner des solutions d'intelligence artificielle aux armées pour nos systèmes d'armes, ils progressent à mesure qu'ils dialoguent avec l'utilisateur. Et donc avec derrière, mais on l'abordera peut-être plus tard, des questions très, très concrètes de boucles de rétroaction entre les acteurs. Voilà. Je crois que c'est absolument fondamental à comprendre. Et puis il y a également, mais on en parlera aussi peut-être tout à l'heure dans le cours du débat, quelles sont les contraintes que connaissent les entreprises, qu'elles soient jeunes pousses ou grands groupes. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Les entreprises, elles ont aussi des contraintes de concurrence, des contraintes économiques, et il faut les connaître pour pouvoir prendre en compte dans le dialogue les contraintes des uns et des autres, pas simplement ceux des utilisateurs. Vous avez parlé de rétroaction, vous pouvez préciser, donner un exemple ? Très, très concrètement, aujourd'hui, de ce que je vois, notamment dans une société avec laquelle je travaille, ce qui marche très très bien, c'est que la boucle de rétroaction entre les développeurs, les data scientists et les développeurs, c'est-à-dire la pointe de l'art scientifique sur des sujets qu'on découvre dans un domaine très particulier, appliqué au renseignement et au traitement des signaux, cette boucle avec ceux qui sont en contact avec le client est extrêmement courte. Et les niveaux hiérarchiques sont très peu nombreux. Voilà. Et les niveaux de décision également. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle parce qu'en fait, le système, c'est pas uniquement de rapprocher l'utilisateur et celui qui concevra et l'entreprise qui va trouver des solutions. C'est aussi que les systèmes décisionnels soient adaptés à ça. Merci, j'ai l'impression qu'on est déjà au cœur du sujet. Ouais. Qui veut réagir sur, en particulier, ce concept qui me paraît clé de compréhension mutuelle entre l'utilisateur et le concepteur ? Stéphane, peut-être ? Oui, je ne peux que affirmer et confirmer plutôt les propos de Grégoire de Saint-Quentin. Le dialogue entre le ministère des Armées et l'utilisateur et peut-être un peu plus précisément le trilogue entre la composante armée, opérateur, utilisateur et la composante DGA, opérateur, gestionnaire de contrats et de programmes, est absolument essentiel au succès de la conception et de la fabrication et finalement pour l'utilisation des systèmes de défense. Et des progrès sont accomplis, je ne peux que confirmer, mais on peut toujours s'améliorer. J'ai un souvenir et un cas particulier qui m'a particulièrement frappé, puisque au sein de ce dialogue et ce trilogue, vous étiez vous-même d'ailleurs, en général, un des acteurs de quelque chose qui est extrêmement important, qui est le retour d'expérience formalisé entre l'utilisateur terrain et puis l'industriel ou l'ingénieur qui en a fait ou qui va en faire la conception. Et j'ai moi-même eu la chance d'être invité par l'état-major des armées sur le théâtre des opérations au Mali, à Barkhane, où j'ai discuté personnellement avec un capitaine, pilote d'hélicoptère, le Tigre, qui utilise une tourelle et un canon Nexter, et qui m'a expliqué les questions d'angle de débattement, de trajectoire autour d'une cible, ce qui m'a fait comprendre pourquoi aujourd'hui, quelques années plus tard, on est en train précisément de changer ce système pour l'améliorer encore et le rendre particulièrement adapté à une opération particulière qui est le survol d'une cible en pointant l'arme exactement là où il faut dans un cercle parfait. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est un exemple parlant, vivant, qui existe, qui fonctionne et qui mérite encore d'être amélioré, raccourci pour toujours être au plus près du besoin des utilisateurs.
Guillaume Poupard pour l'ANSSI, sur les relations. Je vous donnerai la parole juste après, mon général, pour l'ANSSI. Donc nous, on regarde ça vraiment sous l'angle de la sécurité. Et l'expérience que l'on a, évidemment, c'est que distinguer la phase de conception de la phase d'utilisation, c'est une erreur si on veut assurer une véritable sécurité. Ou alors on tombe dans une critique de l'utilisateur qui est totalement idiote. Donc tout l'enjeu en termes de sécurité, c'est bien de prendre cette question dès le départ, dès l'amont, faire de l'analyse de risque avant même de commencer à concevoir. Et d'ailleurs, pour rester dans le domaine de l'armement, une des très grandes évolutions de ces dernières années, c'est de faire en sorte que ces systèmes numériques qui aujourd'hui ont complètement innervé tous les systèmes d'armes dans tous les milieux, que ces systèmes soient conçus en prenant les contraintes de sécurité en compte dès le départ et que ce soit plus une sorte d'avenant, un truc qu'on va faire à la fin. Une fois que tout fonctionne, comment est-ce qu'on va faire pour sécuriser tout ça? Donc ça, ces 10 dernières années, c'est vraiment une révolution absolument majeure dans tous les domaines, ce qui a amené d'ailleurs, mais je ne veux pas parler à la place des industriels, mais à transformer des industriels classiques, parfois assez lourds, en éditeurs logiciels également. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis l'autre partie, c'est la prise en compte de l'utilisateur, parce que on ne livre pas un système sécurisé. On livre un système qui doit être utilisé dans de bonnes conditions de sécurité par l'utilisateur. Et pour ça, ça veut dire que l'ergonomie même, par exemple, de ces systèmes, de ces innovations, doit tenir compte de l'usager ou du système dans lequel ça va s'intégrer. Et trop souvent, il y a une blague d'informaticien qui dit que le problème de sécurité, il se trouve c'est l'interface entre la chaise et le clavier. Vous connaissez cette blague, pour stigmatiser quelque part souvent l'humain qui est censé être la cause des problèmes de sécurité. Et ça, c'est pas bon du tout comme approche, parce que ça veut dire qu'on n'a pas été capable d'intégrer ce facteur humain dans la conception même de la sécurité des systèmes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de conçu de bout en bout, de penser dès le départ en termes d'analyse de sécurité, et qui va être capable de vivre tout au long du cycle d'évolution naturelle du système lors de l'utilisation. Merci beaucoup. Côté OTAN, mon général, sur cette question de compréhension mutuelle. Oui, je voudrais souscrire à ce qui a été dit, mais peut-être insister sur quelques points. Premièrement, je pense que la technologie est effectivement en évolution rapide, notamment dans le domaine numérique, mais elle est surtout tirée par un écosystème qui est différent de celui auquel nous nous adressons traditionnellement dans le domaine de la défense. Il faut donc comprendre les règles de fonctionnement de cet écosystème et qui répond par ailleurs à la dynamique du marché, pas à celui des marchés de défense. Deuxièmement, il y a incontestablement la question de la distance entre l'utilisateur et les concepteurs. Vous en avez parlé. Nous avons d'un côté des utilisateurs qui n'ont pas conscience du champ des possibles apportés par la technologie, et de l'autre côté, comme je viens de le dire, un écosystème technologique et industriel qui ignore à la fois comment fonctionne le monde de la défense, mais en particulier ses problématiques opérationnelles. Donc, la question, c'est très simple. Il faut maintenant progresser sur la façon de travailler en équipe intégrée, associant codeurs, utilisateurs, ça s'applique notamment au monde du numérique, dans des approches agiles, itératives, de développement, qui ne se limitent pas à la phase de développement. Ça s'applique également aux équipements en service. Et puis à côté de ces méthodes agiles, il faut évidemment se préoccuper des processus d'acquisition eux-mêmes. Si vous voulez, la problématique ne peut se restreindre qu'à celle de faire travailler ensemble des utilisateurs opérationnels qui disposent d'une expérience opérationnelle et qui sont donc capables de mettre sur la table une problématique opérationnelle à résoudre. Mais il faut surtout aussi être capable d'apporter les modifications à nos règles d'acquisition. C'est donc une approche de la gouvernance réinventée, fondée sur d'autres critères que la conformité à un plan. Ce sont des règles, des procédures de passation des marchés plus collaboratives, plus flexibles. Il ne faut probablement pas geler les exigences du contrat, et c'est surtout, finalement, me semble-t-il, un changement de culture, s'inscrire dans ces mentalités agiles. Alors, c'est ce que nous tentons
tentons de faire modestement avec l'Innovation Lab que nous avons créé au sein d'ACT, où nous déployons des approches qu'on appelle DevSecOps pour développement, sécurité et opérationnel, et qui nous permettent de livrer, et nous avons déjà quelques prototypes qui ont été livrés en travaillant en lien très serré avec les branches opérationnelles de la structure militaire de l'OTAN, des premiers prototypes qui donnent toute satisfaction aux utilisateurs, et maintenant nous travaillons sur le passage à l'échelle, c'est-à-dire, si vous voulez, l'industrialisation opérationnelle, c'est-à-dire comment ensuite on déploie opérationnellement ces premiers prototypes. Merci. Alors, je voudrais que vous gardiez la parole, mon général, pour parler interopérabilité. C'est une des clés du fonctionnement de l'OTAN. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler de quoi il s'agit et nous dire comment vous vous assurez que ce besoin sera bien pris en compte dans un nouveau produit, une nouvelle technologie? Alors, si vous voulez, l'interopérabilité, on pourrait probablement consacrer au sein de l'Alliance Atlantique une conférence à elle seule pour traiter d'un sujet qui constitue finalement la raison d'être d'une alliance comme l'OTAN, et en particulier son organisation militaire, et à la fois une never-ending story, les choses évoluant tellement vite, l'interopérabilité, il n'y a pas d'état final, il y a une démarche permanente de recherche et de convergence permettant de faire travailler ensemble 30 nations et leurs outils militaires. S'agissant d'ACT, toutes les actions de mon commandement sont de près ou de loin irriguées par cette idée force que nous devons réussir à faire travailler ensemble 30 nations. J'ajouterais que l'interopérabilité et de loin ne peut pas être résumée à des standards techniques ou technologiques. C'est avant tout une perception commune de notre environnement, et c'est en ça aussi la vocation de l'Alliance. C'est des concepts d'engagement et d'opération qui sont communs, et ce sont des exercices, ce sont finalement une culture partagée à la fois de nos engagements militaires et de cette démarche d'interopérabilité sur le fond. Alors évidemment, la technologie joue un rôle fondamental aussi, parce qu'à la fin, il faut que les équipements soient capables, notamment dans le domaine numérique et celui des nouvelles technologies, de travailler ensemble. Et c'est là qu'on arrive à des approches très concrètes. Quand par exemple, nous lançons au sein de l'OTAN une démarche systématique et qui a été approuvée au niveau des chefs d'État, une feuille de route sur les technologies émergentes et de rupture, ça participe de cette démarche d'interopérabilité. Mon commandement aujourd'hui travaille sur une implementation stratégie des technologies émergentes et de rupture. Là aussi, ça participe de cette démarche d'interopérabilité. Quand nous travaillons à une taxonomie commune entre nations sur l'ensemble des termes, pour parler tout simplement le même langage à l'égard de ces nouvelles technologies, ce qui ne va pas de soi. Ça a été par exemple le cas dans le cyber, c'est aujourd'hui le cas sur l'intelligence artificielle ou certaines nouvelles technologies, les sciences cognitives par exemple. Eh bien, nous entamons cette démarche d'interopérabilité. Donc, ce sont aussi les exercices que nous faisons. L'exercice CWIX qui est organisé chaque année permet de mettre sur le terrain. Ce sont des actions très concrètes, ce ne sont pas des choses complètement abstraites, ce sont des actions très concrètes qui permettent de mettre des équipements que les nations apportent sur le terrain et faire progresser par le bas cette interopérabilité en facilitant le travail et la connexion finalement de ces plateformes. Donc, il y aurait beaucoup d'autres exemples, comme la démarche Federated Mission Network, qui est conduite par mon commandement et qui permet d'agréger dans une approche itérative l'interopérabilité des équipements des nations. Mais je vais m'arrêter là parce que je crois que finalement, même s'il y a ces actions par le bas, la façon dont j'envisage l'interopérabilité dans l'OTAN, et considérant que l'essentiel du développement capacitaire est quand même conduit par les nations, mon rôle consiste à créer les conditions d'une interopérabilité future. C'est par exemple ce que nous faisons à travers
le programme AFSC, le futur de la WACS, en privilégiant une approche système qui va permettre d'agréger les capacités apportées en nature par les nations par la suite. Voilà, c'est plutôt là, ici une philosophie que je préconise aussi dans cette démarche d'interopérabilité, à côté d'actions très concrètes, techniques et pragmatiques. Merci beaucoup. Donc, on a parlé prise en compte de l'interopérabilité. Est-ce qu'on peut parler prise en compte de la cybersécurité? Vous en avez touché un mot tout à l'heure. Vous avez dit qu'on la prenait en compte bien plus en amont aujourd'hui qu'avant. Concrètement, comment on fait pour s'assurer que la cybersécurité est prise en compte dans la mise au point d'un nouveau produit? Donc le premier constat, c'est justement d'arrêter de considérer que la sécurité, c'est un truc qu'on va rajouter. Le patch de cybersécurité, il ne fonctionne pas. Donc c'est quelque chose qui influe sur le design même, l'architecture même des systèmes. Et c'est quelque chose qui doit être pensé, comme on le disait, pas uniquement sous un angle purement technologique, mais bien en tenant compte des conditions d'usage, de ce qui va se passer après dans la vraie vie, des utilisateurs qui vont évidemment ne pas forcément se comporter comme on peut l'anticiper au départ, et ainsi de suite. Après, faire de la cybersécurité dans un système, grosso modo, pour schématiser, ça veut dire en maîtriser l'architecture. Ça, c'est absolument indispensable. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons de maîtriser l'architecture, mais de toute manière, sur un système dont vous ne maîtrisez pas l'architecture, faire de la cybersécurité, c'est totalement impossible. Donc, on maîtrise l'architecture. Ensuite, on identifie là-dedans les composants le niveau de confiance et ce que l'on attend des différents composants. Vraiment une approche. Et dans certains cas, dans les cas les plus sensibles, ça veut dire qu'il faut être capable de restreindre la conception de certains des composants à des gens d'un niveau de confiance très élevé. Et à l'inverse, dans d'autres cas, on peut prendre des composants sur étagère ou des composants open source, des choses. Mais l'important, pour être capable de faire ce travail-là, c'est bien de maîtriser l'architecture. Et puis ensuite, sans rentrer dans le détail, faire de la cybersécurité, ça veut dire certes mettre des barrières, mettre des choses qui vont empêcher les attaquants de rentrer, qui vont limiter leur propagation si jamais ils y arrivent, faire ce qu'on appelle parfois de la défense en profondeur. Ça, c'est une partie qui peut sembler relativement statique, en tout cas qui est conçue sur des temps longs. Et d'autre part, c'est de concevoir ça, et c'est ce que l'on fait de plus en plus, de manière extrêmement dynamique. C'est-à-dire le mythe de systèmes parfaitement sécurisés, auquel on a cru longtemps. Il faut être franc là-dessus. Ce mythe s'est complètement effondré et à force d'échecs, finalement, on l'a appris à nos dépens. Et je dis ça, c'est pas la France, c'est tout le monde qui a un peu rêvé de ça. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très dynamique dans l'évolution. Et ça, c'est lié au fait que ça repose sur du numérique. Le numérique, ça permet notamment, et parfois un peu trop d'ailleurs, de faire des évolutions, mais on voit dans des systèmes, ça évolue en permanence. Dans le secteur des télécoms, aujourd'hui, les gros équipements, ils évoluent tous les jours. Hein. C'est quelque chose même assez... ça donne le vertige. Vos équipements numériques personnels, ils se mettent à jour en permanence aussi. Et on recommande évidemment de les mettre à jour parce que ces mises à jour permettent, certes, d'augmenter les fonctionnalités, mais également de combler des tas de problématiques de sécurité. Et c'est également être dynamique au sens où on ne peut pas anticiper tous les cas qui vont se produire. Par contre, on peut chercher à les détecter de manière à réagir relativement vite. Et donc, le fait d'avoir intégré dans les systèmes des capteurs, quelque part, qui vont être capables de se rendre compte de dérives, d'événements anormaux. Je ne parle pas d'attaque à ce niveau-là, mais de choses anormales pour être ensuite capable de traiter tout ça et d'avoir toute une chaîne d'analyse qui peut aller jusqu'au finalement à de l'alerte pour dire là on qualifie que c'est bien une attaque, il se passe quelque chose d'anormal et il faut réagir. C'est comme ça aujourd'hui qu'on conçoit des systèmes réellement sécurisés. Donc de la protection, des barrières, des choses sur le temps long et de la défense, quelque chose de très dynamique qui permet de ne pas avoir à tout envisager, ce qui n'est pas possible probablement, et à s'adapter aux attaquants qui sont très souvent les plus agiles, les plus malins. Et donc, on rentre dans un combat même quasiment réel aujourd'hui, de manière à protéger nos systèmes. Et plus ils sont technologiques, plus ils sont avancés, et plus cette notion de combat va apparaître et va devenir une réalité sur le terrain. Merci, je me tourne vers vous. En général, pour parler pression temporelle, il faut aussi livrer, donc on a parlé prise en compte de l'interopérabilité, du besoin de cybersécurité, mais il faut aussi livrer la bonne technologie au bon moment. Oui, et j'écoutais en fait Guillaume Poupard et je me disais, et d'ailleurs il l'a dit à la fin, c'est les conditions du combat cyber sont les conditions du combat réel aujourd'hui. En réalité, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour deux raisons. D'abord parce que on le voit bien, on ne vit pas dans un monde qui va vers plus de stabilité, plus de sécurité. Et puis, on n'a plus le temps parce que la technologie se diffuse
et qu'en face de nous, on a des gens extrêmement agiles. Prendre juste qu'un exemple, on se souvient de la façon dont, c'était il y a 5 ans, donc il faut imaginer qu'en matière technologique, c'était il y a très longtemps, la façon dont Daesh a utilisé des drones, a détourné des drones du commerce pour en faire des armes de bombardement, qui nous ont causé des problèmes. Alors, ce n'est pas un problème, évidemment, la coalition a gardé la supériorité aérienne et était 100 fois plus puissante, mais ça nous a quand même causé des problèmes, surtout des problèmes auxquels on n'était pas habitués. Et c'était il y a 5 ans. Et si vous observez aujourd'hui la guerre dans le Nagorno-Karabakh et l'utilisation des drones qui en est faite, aujourd'hui, je pense que si c'était les armées occidentales qui étaient déployées, ça leur poserait un certain nombre de difficultés d'avoir à être opposés à ce type d'armement, soit munitions rôdeuses, soit drones de façon plus classique comme on l'entend. Voilà. Tout ça à partir de technologies pas extrêmement évolué, pas issu d'une recherche scientifique extrêmement poussée, mais en réagençant un certain nombre de choses, toujours sur la base de la transformation digitale. Donc on n'a plus le temps, et donc on revient à ces questions d'organisation, comment rapprocher l'utilisateur, comment aller plus vite, comment est-ce que la technologie, comment est-ce qu'on n'a pas une technologie de retard en fait, et comment est-ce que l'utilisateur comprend qu'il a peut-être des ressources technologiques, et celui qui a les ressources technologiques, tout à l'heure André Lanatta l'a dit, dans son écosystème particulier, largement développé d'ailleurs pour le commercial, peut comprendre qu'il a des solutions duales aussi pour nos militaires. Moi, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre ça, parce que d'abord, c'est un facteur de supériorité, ou au moins de maintien d'un niveau équivalent, de mesures et de contre-mesures pour se protéger de ça. C'est vrai aussi parce que c'est nos jeunes, les gens qu'on attire chez nous dans nos rangs, nos utilisateurs, l'attendent. Ils travaillent aujourd'hui, ils ont tous un iPhone ou quelque chose de similaire dans la poche. Ils ont l'habitude d'aller vite. Ils fonctionnent vite. Ils fonctionnent selon la technologie du digital, selon les codes du digital, au sens propre et au sens figuré. Et ils attendent des outils qui leur permettent de faire la même chose. Et donc, on voit bien que la notion d'incrémental, de développement continu, du côté des startups, on parle de lean management, mais c'est exactement ça en fait. De développement continu des systèmes pour embarquer la dernière technologie en permanence. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une phase de développement, une phase d'acquisition et une phase d'exploitation. En fait, ces phases-là, sur ces sujets-là, je n'ai pas la prétention dans mon propos de traiter de toutes les technologies dont les armées ont besoin pour garantir leur supériorité. Il y a des choses très technologiques, très scientifiques dans des domaines de supériorité d'État à État et qu'il faut traiter certainement et qui seront traités d'une façon différente. Mais sur cette technologie-là du digital, c'est, je pense, un impératif. Et puis, on l'a dit, nos industries, nos startups, peu importe le niveau et leur taille, elles sont en compétition mondiale. On a une armée française qui se bat, qui est connue en Europe pour avoir une expérience opérationnelle sans égale. Si elle a en plus les outils technologiques, d'abord, elle a la supériorité sur le terrain, on l'a dit, mais en plus, elle permet à nos entreprises d'exporter bien et beaucoup, je pense. Merci beaucoup. Stéphane Mayer, vous avez aussi une expérience aéronautique. Est-ce qu'il y a une spécificité terrestre en matière de technologie émergente ? C'est une question intéressante et de toute évidence, il y a beaucoup de différences qui sont très visibles entre le défense terrestre et la défense aéronautique, mais en y réfléchissant, j'y vois surtout beaucoup de similitudes en matière d'opportunités et de technologie. Par exemple, il y a la même dualité technologique entre des technologies numériques qui évoluent très très vite et puis des technologies historiques qui continuent d'évoluer à un rythme un peu différent, mais qui continuent d'évoluer. Si on voulait prendre un exemple assez frappant, regardons les tableaux de bord qui évoluent très rapidement maintenant vers le tout numérique dans les deux milieux. Le blindé Jaguar là, qui sort l'année prochaine, il a des tourelles entièrement numérisées avec 28 sous-systèmes et équipements. Ça passe par la conduite du véhicule, la navigation, la communication, le combat, les systèmes d'armes et les systèmes de protection. Il y a 6 écrans, il ressemble à un cockpit d'avion. Alors les structures, ça c'est dans les technologies traditionnelles, les structures des matériels ont toujours existé. Et dans les deux, il y a l'arrivée des matières composites
qui remplacent chacune, pour ce qui le concerne, les différents métaux qui étaient principalement les technologies utilisées dans le passé. Alors les uns avec un peu plus d'acier, les autres avec un peu plus d'aluminium, mais l'arrivée des composites est dans les deux. Et alors il y a aussi des innovations de rupture dans les technologies traditionnelles, je le disais. On fabrique des canons et des munitions depuis des siècles, mais néanmoins, sur le Jaguar, il y a un nouveau système particulièrement innovant de munitions télescopées et tous les avantages que je ne développe pas ici, mais qui montrent que également dans les technologies traditionnelles, on innove et on fait venir des nouvelles technologies. Bon, d'autres similitudes, on peut parler des méthodes d'acquisition, puisque le titre du forum, c'est comment est-ce qu'on acquiert ces nouvelles technologies. Je pense que là, c'est à peu près identique dans tous les milieux. On les acquiert avec, à mon avis, à 360 degrés. On a parlé déjà tout à l'heure de l'aspect client, opérateur, retour d'expérience. Je pense que l'intelligence économique, et tous les acteurs le font, est aussi une façon d'observer ce que font les concurrents dans le combat qu'on peut avoir avec eux sur les marchés en compétition. Bien entendu, le dialogue à l'intérieur de la BITD, des entreprises du Conseil des industries, leur base industrielle et technologique de défense, et notamment les entreprises adhérentes des groupements comme le CIDEF, entre les équipementiers, les maîtres d'œuvre, les entreprises moyennes, les PME, les start-up, sont aussi un enrichissement, chacun venant acquérir et proposer des nouvelles technologies pour ce qui le concerne. Et puis finalement, bien entendu, à l'intérieur de nos organisations, ou que ce soit des entreprises, que ce soit des organisations comme l'OTAN, et André de la Nata l'a précisé tout à l'heure, ou à l'intérieur bien sûr du gouvernement, nous avons tous des structures d'innovation basées sur l'imagination de nos équipes. Alors on peut citer encore d'autres ressemblances. Les opérateurs, ça c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que les opérateurs dans le domaine aéronautique ou dans le domaine de la défense ont finalement une similitude, c'est qu'ils opèrent de façon déportée sur des bases lointaines. Et c'est pas un hasard si dans les deux milieux, on s'est mis à utiliser la technologie de fabrication additive pour répondre à un besoin d'efficacité opérationnelle, mais aussi de raccourcissement des délais et puis de diminution des coûts, qui est un facteur commun. Voilà, donc en fait, j'ai plutôt relevé beaucoup de similitudes. Si je peux quand même dire une spécificité du terrestre, c'est que il y a des technologies où le terrestre est vraiment aujourd'hui à la pointe de ce qui se fait. Et j'aurais cité notamment le programme Scorpion, qui est un programme de communication et de combat qui va équiper progressivement l'ensemble des blindés et des systèmes terrestres, et qui permet, pour être bref, parce que là aussi ça pourrait faire l'objet d'une conférence à lui seul, pour être bref, d'échanger en temps réel des informations vidéo entre véhicules avec le commandement pour réagir en réseau, réagir plus vite sur le champ de bataille. Et c'est ce genre de technologie qui est en service depuis 2019, qu'on a mis sous forme de contrat de développement depuis 2014 et pour lequel l'armée de terre réfléchit depuis plus de 10 ans, qui entre en service aujourd'hui et qu'on va retrouver dans les futurs systèmes de combat majeurs que peut être le SCAF pour l'aéronautique ou son pendant terrestre, le MGCS. Merci Stéphane. Je me tourne vers le général André Lanata. Je vous en prie, voulez-vous réagir pour l'OTAN? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que je crois qu'il faut distinguer technologie et technologie pour bien clarifier les choses. On voit bien que, si vous voulez, alors, bien qu'il soit difficile et que nos esprits cartésiens aiment bien séparer les variables, il est difficile de décrire un spectre de technologies où on aurait d'un côté les technologies traditionnelles de défense et puis de l'autre les technologies de rupture qui proviendraient d'un autre écosystème technologique et industriel. Pour autant, je pense qu'on a aujourd'hui, il faut distinguer dans les approches que nous avons à prendre en compte, d'une part, ce qui constitue de l'innovation dirigée, auquel la défense est traditionnellement bien habituée. Quand nous développons un missile hypersonique, il s'agit d'une technologie de rupture, mais on ne trouve pas sur Amazon. Et donc, ici, nous allons appliquer des modes de développement traditionnels, très top-down. On sait ce qu'on cherche, on a une idée des matériaux, des développements à produire pour
pour y parvenir, et nos méthodes d'acquisition sont parfaitement adaptées avec notre industrie traditionnelle de défense pour finir par aboutir sur des sujets technologiquement ambitieux comme celui-là. Et puis de l'autre, on a cette innovation ouverte qui nous bouscule parce qu'elle vient, l'origine est différente, elle n'est pas tirée par la défense, encore une fois, elle est tirée par un autre écosystème et nous devons nous adapter et non seulement adapter nos processus, notre gouvernance, nos méthodes d'acquisition, mais aussi comprendre les ressorts de ce nouvel écosystème pour pouvoir saisir les opportunités dont il s'agit et les intégrer dans nos capacités. Et là, je pense que même si cette technologie est en évolution permanente, principalement parce que c'est le marché et une dynamique très forte qui le tire, avec des enjeux d'ailleurs, des enjeux financiers qui sont sans commune mesure avec ceux que la défense est capable de mobiliser. Donc même si cette technologie évolue en permanence, elle est aujourd'hui disponible. Il ne tient qu'à nous de la saisir. Et de suivre le train dont il s'agit dans une démarche agile et où on fait face finalement davantage, comme Grégoire de Saint-Quentin l'a souligné, à une bataille des usages, au moins autant à une bataille des usages qu'à une bataille technologique. Ce sont bien les usages et l'application que nous saurons en faire, comme le font finalement nos compétiteurs, que ce soit un groupe terroriste ou d'autres, pour nous challenger ou mettre en défaut notre sécurité. C'est l'intelligence que nous aurons dans l'application en termes d'usage de ces technologies à nos capacités qui fera, à mon sens, dans une démarche agile, qui fera, à mon sens, la différence. Je vous remercie. Je voudrais que vous gardiez la parole pour parler de l'articulation entre votre vision à long terme, votre raison d'être, la raison d'être de votre commandement, qui est une réflexion à 20-30 ans, et des développements technologiques à court terme. Comment articulez-vous cette vision et ce court terme? J'ai une longue expérience des plans dans les armées françaises et j'ai tendance à dire que c'est le défi permanent de ceux qui s'attachent à développer des capacités de défense, principalement parce qu'il s'agit d'anticiper des enjeux émergents, les traduire dans des plans qui sont en général des plans de long terme, tout en se préoccupant des capacités en service. J'ai l'habitude de dire qu'il s'agit donc à la fois de préparer le futur et de réparer le présent. C'est d'ailleurs le défi des armées en permanence. Cette dimension est encore plus importante dans l'Alliance Atlantique quand il faut aligner le développement et les plans de défense de 30 nations en prenant en compte l'interopérabilité pour produire les effets voulus. Donc, cette vision de long terme est nécessaire pour donner une direction commune, je dirais pour encapsuler les plans de défense de 30 nations. Mais elle permet de mieux orienter parce que nous disposons de cette vision, et c'est un travail que nous avons engagé dans mon commandement avec un concept que nous allons proposer aux nations très prochainement, qui va être soumis à la validation du comité militaire de l'Alliance Atlantique, puis des ministres de la Défense, le NATO Warfighting Capstone Concept, qui permet donc de présenter les priorités en termes de développement qui nous permettront de faire face aux enjeux du futur. Et précisément parce que nous disposons de cette vision de long terme, ça permet d'orienter, je dirais, by design, les actions de court terme et les initiatives de court terme que nous prenons en donnant une direction à toutes ces nations sur les priorités qui vont nous permettre non seulement de pouvoir travailler ensemble demain, mais en plus de synchroniser nos efforts de défense. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, il faudrait que je rentre plus précisément dans le détail des actions concrètes que tout ceci emporte, mais ça nous emmènerait peut-être un peu loin dans le débat, mais le principe, c'est celui-là. Merci beaucoup. Je vous ai vu avoir envie de réagir peut-être, mon général. Non, mais moi, je suis complètement d'accord. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt André Lanata, qui a une longue expérience, comme il l'a rappelé. Et j'ai beaucoup aimé la bataille des usages que je me suis noté dans un coin, André, parce que je trouve que c'est exactement la problématique auquel on est confronté.
Est-ce que vous êtes confronté à une problématique similaire, court terme, long terme, bataille des usages à l'ANSSI? Non, il faut être capable de traiter tous ces temps-là. Enfin, c'est vrai que quand je reviens sur l'expression de gérer ou réparer le présent et préparer le futur, on fait ça en permanence, avec dans le domaine cyber en particulier le fait que le passé lointain ou les trucs vraiment très vieux, en général on est tranquille, mais pour de mauvaises raisons, c'est juste une question d'obsolescence technologique qui fait que c'est pas attaquable, mais enfin c'est une très mauvaise raison pour être sûr. Toute une phase de systèmes ou d'équipements qui ont été développés à une période foisonnante où finalement le numérique était vu comme quelque chose qui allait permettre de réduire les coûts, d'augmenter les capacités et où la question de la sécurité n'a pas été prise en compte. Donc je pense que dans le secteur civil, mais également dans le secteur militaire, on a encore toute une tranche comme ça de systèmes qui sont à risque parce qu'ils n'ont pas été pensés, ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas été pensés pour être sécurisés, donc c'est très très compliqué et c'est cela qui nous inquiète probablement le plus. Et puis il y a être tourné vers l'avenir de manière à dorénavant à tirer les leçons du passé pour être capable d'intégrer les innovations de la manière la plus maîtrisée, la plus sécurisée possible. Donc, et ça fait l'intérêt également de nos métiers, c'est vraiment d'être capable de traiter tous ces temps en même temps, avec un temps qui s'ajoute à ça, qui est le temps opérationnel, où là, pour le coup, c'est au jour le jour, c'est à la minute que ça joue. Et donc, tout l'enjeu, pour une agence comme celle que je dirige, c'est d'être capable d'équilibrer les ressources et les efforts pour ne pas se faire happer par l'opérationnel où on pourrait y consommer des ressources infinies, probablement, ou pas loin. Donc, avoir une véritable capacité opérationnelle et en même temps avoir des gens qui pensent l'avenir, qui pensent voilà, ce que l'on va faire dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, en tout cas au-delà, on n'y voit rien évidemment dans ce domaine-là, mais cet équilibre-là, il est absolument essentiel. Oui. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes. J'aurais voulu avoir votre éclairage sur un point particulier, sur une technologie particulière qui manque peut-être à l'industrie aéronautique et spatiale et de défense en Europe, c'est un cloud. Est-ce qu'un cloud souverain, français ou européen, aiderait l'industrie française d'aéronautique et de défense? Je pense en particulier au moment où Airbus a fait appel à Palantir pour son offre commerciale aux compagnies aériennes. Je pense aux plateaux d'ingénierie simultanés qui se mettent en place sur une échelle franco-allemande pour le système SCAF d'avions du futur, d'avions de combat du futur. Donc, est-ce qu'un cloud souverain, c'est pas quelque chose qui manque cruellement à l'industrie? Peut-être pour... Guillaume ? Moi, je suis très méfiant parce que je baigne dans ces débats autour du cloud souverain depuis un certain temps. Déjà, le cloud, ça ne veut rien dire. Cloud, c'est vraiment, c'est comme dire la technologie, c'est comme dire l'informatique. L'informatique souveraine, ça ne voudrait rien dire. Bon. Donc le cloud, ça regroupe une multitude d'applications et de cas d'usage bien particuliers, différents, et il faut rentrer un peu dans le détail pour être capable de répondre à une telle question qui est absolument essentielle. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que souverain, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, on aime bien, c'est un terme qui revient, moi je suis le premier à l'utiliser et à penser que ça doit être vraiment un des drivers essentiels de notre politique, mais souverain, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire sécurisé? Est-ce que ça veut dire soumis uniquement à nos propres lois ou aux lois européennes et pas à celles d'autres pays, notamment des États-Unis, mais de plus en plus d'autres pays comme la Chine également. Donc voilà, qu'est-ce que l'on attend? Et donc si on veut être capable de répondre à cette question-là de manière efficace, il faut vraiment rentrer dans les cas d'usage qui vont se présenter et à chaque fois se dire, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends d'une telle technologie et face à quoi je veux me protéger. Est-ce que c'est une protection opérationnelle, technique? Est-ce que c'est une protection juridique? Et tout ça, une fois qu'on croise ces différentes dimensions, ça fait vraiment énormément de cas d'usage. Ceci étant, on entend trop souvent un discours très, très défaitiste, du genre le cloud, de toute manière, il a été développé par des acteurs américains qui investissent des sommes, je ne vais pas répéter de chiffres, mais qui évidemment sont totalement incroyables. Et donc, une parole très défaitiste qui consiste à dire, ben voilà, puisque ces gens-là sont certes en avance, mais en plus investissent beaucoup plus que nous, on n'a aucune chance d'être capable de les rattraper. Ça, c'est un discours qui est très dangereux parce qu'en pratique, c'est faux. Dans beaucoup de cas d'usage, si on a besoin de technologie cloud, c'est-à-dire de technologies virtualisées, enfin bon, on a des acteurs forts en France, en Europe, capables de développer de telles technologies. On n'est absolument pas en retard partout, absolument. Il faut vraiment être capable Laissez un tout petit peu de temps pardon, pour agir. C'est un sujet qui me passionne, mais attention à la manière de poser la question. C'est pas du tout une critique. Mais trop souvent, ce sujet cloud est caricaturé par des gens qui ne savent pas ce que c'est de manière le cloud, et c'est pas une critique. Mais il faut vraiment être capable de rentrer dans le détail. Et à ce moment-là,
l'image est beaucoup moins négative que est beaucoup moins défaitiste. Je pense qu'on peut faire énormément de choses et on fait déjà énormément de choses en France et en Europe dans ce domaine-là. Je vous remercie. Stéphane, est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Il vous reste quelques dizaines de secondes. Bon, alors je serai très bref et je n'irai pas dans les concepts développés par Guillaume, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'accroissement des échanges de données dans des programmes de plus en plus en coopération internationale, notamment européens, et qui s'inscrivent dans le cadre des coopérations qui peuvent exister entre pays européens, et en particulier entre la France et l'Allemagne, il est absolument essentiel de sécuriser nos données, mais de continuer à les échanger. Donc, est-ce que le cloud souverain, en tant que concept flou, comme l'a dit Guillaume, est une réponse? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est totalement indispensable d'avoir des échanges sécurisés pour protéger nos données, nos savoir-faire. Et bien entendu, ça s'applique aussi entre les produits sur le champ de bataille qui, dans un combat collaboratif, échange chaque seconde des milliers de données. Voilà, donc, merci à tous. Je suis désolé, on doit en rester là, mon général. Le temps est écoulé. Merci à tous pour vos contributions. Effectivement, on aurait pu continuer à parler encore longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde.